Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde qui a pour thème innovation numérique et entreprise. Il s'agit d'une initiative de SAP en collaboration avec Delaware, Deloitte, Flexo et Ordina. Alors à la suite de la crise du Covid-19, eh bien on a assisté à une reprise rapide des entreprises belges. Alors actuellement on est bien sûr dans l'expectative avec la guerre en Ukraine, mais après cette période de stagnation, on a constaté que les entreprises belges enregistraient des résultats qui étaient supérieurs aux prévisions. Alors, ces résultats varient d'un secteur à l'autre et cela amène une question, comment la technologie, le numérique, peut-il contribuer à accélérer ce processus? Alors pour répondre à cette question, j'ai invité Philippe Nemery. Bonjour Philippe, vous êtes manager des conseillers clients chez SAP et vous êtes aujourd'hui notre expert indépendant. Et puis en face de vous, Gérard Purnotte, vous êtes CIO chez John Cockerill. Effectivement. Bonjour. Alors, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie, peut-être, Gérard, que vous nous expliquiez dans quel secteur vous êtes et comment est-ce que ça se passait avant la crise du Covid pour vous au niveau digital. Oui, alors peut-être avant de rentrer dans l'aspect digital, vous présenter en quelques mots notre entreprise. Donc le groupe John Cockerill est un groupe qui a 200 ans d'histoire, qui s'est inscrit dans l'innovation depuis ces 200 ans, avec la même mission à travers les 200 ans, qui est d'utiliser les technologies pour répondre aux besoins de notre temps. Okay. Il y a 200 ans, ce n'étaient pas les mêmes besoins. On voulait se déplacer, donc on a mis en place des locomotives à vapeur, c'est moins d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, notre réalité et les besoins du moment, c'est quoi? C'est faciliter l'accès à l'énergie renouvelable. Un thème important. Mais on va peut-être y revenir de ça, parce que c'était pour planter le décor. Donc vraiment, vous êtes dans un secteur qui est obligé d'innover pour rester dans le coup. L'innovation, nous vendons de la technologie, de l'innovation, effectivement. Ok, très bien. Et c'est une entreprise qui fait aujourd'hui à peu près 5500 personnes, qui pour donner quelques chiffres, a un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard d'euros là, pendant ces 2 années de pandémie, répartis dans 19 pays. Donc une de nos caractéristiques, et ça reviendra ultérieurement, c'est qu'on a des équipes d'experts, de spécialistes, de technologues qui sont répartis partout dans le monde. Répartis partout dans le monde. Alors, Philippe, quelle est l'évolution la plus notable que vous avez observée chez vos clients en termes de digitalisation dans les entreprises? Donc, quelle était la situation avant et comment ça a évolué pour peut-être faire un point sur ce qui se passe aujourd'hui? Ce qu'on peut voir dans les entreprises, c'est que la thématique de la digitalisation se trouve à tous les étages, à tous les niveaux d'une entreprise. On en parle au comité directeur, au comité de direction, où avant ils étaient peut-être un peu sceptiques, ils avaient peut-être un petit peu peur de la digitalisation. Maintenant, c'est vraiment à l'ordre du jour. Ils en parlent et ils veulent vraiment aller de l'avant. Je parlais à tous les étages, c'est aussi au niveau des collaborateurs, où eux sont de plus en plus habitués. Ils ont dû vivre en quarantaine, isolés. Ils ont eu accès à toutes les technologies qui leur permettaient de faire des courses, etc. Maintenant aussi, ils commencent à réfléchir, comment est-ce que ça peut se transmettre, comment ça peut se traduire dans mon quotidien au boulot. Donc c'est pour ça que maintenant, on voit vraiment une accélération de la thématique, de la problématique de comment digitaliser ce que l'on fait, nos processus, etc., dans les entreprises. Alors, pour être plus pratique, vous parliez des collaborateurs. Pendant la pandémie, on a fait toutes les réunions en visio. On a mis en place d'autres process en interne de signature, etc. C'est ça qui a fait le shift? C'est un mind shift. On était exposé à des nouvelles technologies dans son quotidien et maintenant, on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser? Pourquoi est-ce qu'on doit s'envoyer des fichiers Excel et qu'on ne peut pas juste regarder en même temps des mêmes données, collaborer, mettre des commentaires, s'envoyer des documents. Je prends l'exemple, par exemple, entre des fournisseurs dans la logistique. Mais il y a énormément de documents qui étaient avant des documents papier. Maintenant, si on va aller de end-to-end, de bout en bout, sur tous les différents maillons des différents acteurs, on aimerait que le flux de l'information soit cohérent et soit tout à fait transparent et rapide, sans qu'on doive échanger des documents papier. Donc, ça, c'est un exemple concret où maintenant on a des attentes pour que les choses évoluent plus vite. Alors vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure, vous disiez même au niveau du board, de la direction, on a compris le shift. Est-ce que c'est quelque chose que vous notez dans votre entreprise chez John Cockerill, Gérard? Alors c'est vraiment un excellent point. Effectivement, c'est en mouvement, mais comme dans beaucoup d'entreprises, on voit que c'est un chemin.
qui prend du temps. Et des choses vraiment très concrètes qui ont permis de faire évoluer ce mind shift, comme vous le dites, c'est de le vivre concrètement. Et effectivement, dans cette phase de pandémie, avoir ces outils de collaboration tels qu'Office 365, Teams, utilisés non pas une fois de temps à autre, mais en permanence, d'avoir accès à un élément qui était chez nous vraiment illustratif, la possibilité pour notre CEO de s'adresser à l'entièreté du groupe dans une phase critique au travers d'un système de webinaire tout simple. Et ces éléments très pratiques, très concrets, vécus par tout un chacun, a permis, y compris au niveau du board, d'évoluer dans le mind shift, même si aujourd'hui, clairement, il nous reste encore du chemin à faire, mais c'est ce genre de choses très pratiques, très concrètes qui nous font avancer sur ce chemin. Alors vous dites qu'il y a du chemin, vous avez l'impression qu'il y a encore des pans entiers de l'entreprise qui doivent être digitalisés, ou c'est plutôt dans les solutions implémentées en interne? Non, il nous reste vraiment un chemin très conséquent à parcourir, même si on a engagé une grosse initiative il y a à peu près 3 ans, juste avant la pandémie. Début 2019, volonté de notre direction générale de donner une nouvelle orientation, un nouvel élan à l'informatique, et de s'engager dans un investissement beaucoup plus fort, sachant que jusque-là, on avait mis beaucoup d'énergie pour faire l'intégration de pas mal de sociétés, mais en restant sur des technologies historiques. Donc on a lancé cette démarche, mais c'est une démarche qui est presque sans fin et qui a deux composantes vraiment pour moi essentielles. Il y a la technologie qui est disponible pour tout le monde, qui vient à la vitesse de l'éclair, la vitesse de lumière, et puis la vraie réalité de terrain qui est monsieur, madame, tout le monde, qui doit adopter cette technologie, qui doit la mettre en œuvre, qui doit en faire bon usage. Et ça prend effectivement du temps. Et il faut que ça s'inscrive dans la durée. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous notez chez vos clients, qu'il y a eu une forme d'accélération pendant la pandémie, et puis là, on est plus à réfléchir, à se dire, tiens, quelle solution est la plus intéressante, ou ça dépend d'un secteur à un autre? Ça ne dépend pas d'un secteur à un autre, ça dépend peut-être d'une entreprise à une autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes initiatives qui ont été lancées et on tend parfois maintenant aussi à harmoniser, à éviter qu'on ait trop de spaghettis ou qu'on ait trop de solutions différentes qui ont été testées. Donc ça c'est un point. Pour peut-être revenir au premier point de votre question, c'était de savoir est-ce que ça va continuer comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va s'arrêter. On commence des chantiers maintenant et on va les faire évoluer en fonction des besoins, en fonction de la compétition, en fonction du marché. Donc ça, on va plutôt rentrer dans un continuum où on fait certaines choses maintenant. Et on va devoir peut-être les changer par la suite. C'est pour ça que les entreprises recherchent aussi beaucoup de flexibilité, d'agilité au sein de leurs équipes. Donc d'avoir le bon mindset, d'être ouvert, de faire une veille technologique, mais aussi avoir des plateformes robustes qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre sens. Ça, c'est ce qu'on voit pour le moment dans les entreprises. Et donc, est-ce que le choix des solutions, c'est déterminant aussi, ou est-ce que, voilà, on est toujours dans une espèce de laboratoire pour l'instant, ou est-ce qu'on est déjà dans cette idée de, on sait quelles sont les solutions qui sont efficaces et qui nous permettent cette croissance? On a des systèmes qui sont déjà en place, que l'on ne va pas jeter par la fenêtre du jour au lendemain. Donc, ce qu'on regarde aussi, c'est on voudrait aller à un point X, et on voudrait aussi réfléchir quelle est la transition qui va nous permettre d'y arriver. Donc cette étape intermédiaire est fondamentale. Donc on pense à la migration, au transfert de données, ça ce sont des choses qui sont très importantes. Et qu'est-ce qui permet une cohabitation entre des différents systèmes? Ça, c'est pour certaines entreprises. Il y a d'autres entreprises qui sont plus dramatiques ou qui sont plus carrées dans le sens de dire on va directement changer, on va adopter les nouveaux processus parce qu'on en a besoin maintenant, parce qu'on a par exemple besoin de changer notre business model. Je donne un exemple. Avant, certaines entreprises vendaient des compresseurs. Maintenant, elles ne vendent plus des compresseurs, elles vendent de l'air comprimé. Ce qui veut donc dire qu'elles vont mettre à disposition des compresseurs chez leurs clients. Mais ça nécessite un changement de business model, c'est un nouveau business model, mais ça nécessite de calculer les coûts et les revenus différemment, et donc de production, etc. Donc ça a un impact sur toute l'entreprise. Donc là, ce sera plus radical comme changement. Mais c'est une volonté de l'entreprise pour faire face à la compétition existante. Alors vous parliez de coûts à un instant. J'imagine que le budget, ça a été une grande discussion. Donc si au niveau du board,
on s'accorde à dire que le digital est important. Est-ce que le budget a suivi ou est-ce que ce sont des discussions? Je vous regarde tous les deux. Qui a envie de se lancer sur cette question délicate? Je prends le risque. Non, c'est clairement un sujet. Hein. C'est clairement un sujet, mais ce qui est vraiment important, c'est de réussir à transformer ce sujet du coût en une discussion sur la valeur ajoutée effective. On n'y réussit pas à chaque fois, mais là où on passe ce cap, alors ça ouvre les perspectives. Ça, c'est vraiment essentiel. Je dirais dans notre cas, à nous, il y a 3 ans, on a décidé d'accélérer les choses. Très clairement, on a alloué des budgets complémentaires, mais dans une approche raisonnée, on y va progressivement. Mais en ayant des premiers résultats très concrets et très tangibles, ça veut dire que la question du coût reste une vraie question, évidemment, mais qui s'ouvre et qui devient progressivement cette problématique qui est quelle est la valeur ajoutée. Et pour les équipes informatiques, c'est un vrai challenge. Oui. Au départ, les équipes informatiques sont d'abord des techniciens. Et de là à devoir se préoccuper des savings qu'ils vont générer au niveau du business, ne voit pas directement la nécessité. Et ça fait partie de notre transformation, de la transformation du monde informatique vers le digital, c'est de le prendre dans une vision beaucoup plus complète. Le processus métier, la performance métier, amenée par des solutions informatiques. Si on arrive à l'embarquer globalement, alors le débat devient complètement différent. Je vous entendais opiner du chef, c'est quelque chose que vous observez chez vos clients aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc la notion de coût et surtout la notion de valeur ajoutée est très très importante. Tous nos clients regardent cela. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une volonté de tester certaines choses pas à pas. Donc grâce, par exemple, au cloud, on peut commencer petit pour faire en interne des validations. Ben oui, en adoptant cette solution, si je commence à analyser telle et telle donnée marketing, si je fais cette campagne marketing et je vois le taux de résultat, le taux de return, si on le fait sur 100 utilisateurs ou sur 100 clients, on voit directement la valeur ajoutée. Donc on va étendre le scope initial des projets. Et ce qu'on voit surtout, c'est que de plus en plus de départements commencent petit de leur côté. Et après, il y a un challenge intéressant, c'est de savoir comment harmoniser ce que différents groupes font ensemble, parce qu'elles commencent aussi, on voit aussi beaucoup plus de collaboration entre les départements. Parce que les données marketing, mais il faut les lier aux données financières, par exemple, etc. Et là, ça devient un challenge intéressant de vraiment arriver à une harmonie entre ces différents systèmes. C'est quelque chose que vous faites aussi chez vous en interne, de laisser des projets dans des départements et puis si on a des retours intéressants, de les laisser migrer vers d'autres services? Alors on y va avec beaucoup de prudence, avec une raison, c'est d'éviter ce que j'appelle le parc zoologique, un peu de tout, qui devient difficile à gérer dans la durée. Et donc à ce stade-ci, on est déjà mobilisé à répondre à des demandes structurantes très fortes du métier. Et donc, on n'est pas encore à un stade. Et avec ça, déjà, l'ensemble de l'entreprise, qu'il soit métier ou IT, sont super occupés. Et donc, on n'est pas encore à ce stade où il faudrait laisser plus d'autonomie pour que ça commence à germer. L'aspect idéation et ainsi de suite, et je teste, et ainsi de suite. Et puis, je viens à quelque chose à industrialiser. Ça se fait ici et là, mais c'est vraiment anecdotique. Dans la phase où nous sommes, on a une série d'initiatives vraiment très conséquentes sur lesquelles on s'est mobilisé. Et on ne veut pas, en complément de ça, ajouter des risques de distorsion avec des questions alors technologiques. Chacun va aller chercher, parce qu'aujourd'hui c'est très facile. Avec ma carte de crédit, je m'achète une solution XYZ, je la mets en œuvre, je vois dans mon coin ça va bien aller. Je veux le mettre dans le système d'information, le partager avec des collègues. Et ça devient la foire d'empoigne. La foire tout court. La foire tout court, oui. Très bien. Alors, j'entrevois dans ce que vous me dites à l'instant les défis auxquels il faut faire face, les obstacles. Alors, quels sont-ils? Est-ce que vous les pointez déjà? Il y a le premier défi dont nous avons déjà parlé, c'est le défi des talents. Oui. Les talents. Donc, il y a tant les talents au sein des entreprises que les consultants. On y travaille très fort pour être sûr qu'on ait les justes compétences sur le marché belge. Heureusement, le cloud de nouveau permet d'accélérer l'implémentation par rapport à certaines choses, mais le talent reste une problématique actuelle, par exemple.
Vous avez des exemples pratiques? Quand vous dites talent, ça veut dire quoi? Trouver les bonnes personnes pour les bons postes, faire évoluer les collaborateurs? Trouver les bonnes personnes pour connaître des solutions de nos clients. Donc, nos clients, ils ont des solutions, mais qui doivent évoluer. Donc, trouver les bonnes personnes qui peuvent les accompagner lors de l'implémentation. Ça, c'est ce que nos clients nous disent. On travaille très fort là-dessus pour être sûr d'accélérer les entreprises dans leur digitalisation. Tout à fait. Okay. Ça, c'est un exemple. Et je partage vraiment cette problématique, tant disposer des talents chez des partenaires qui nous accompagnent que disposer et conserver des talents en interne. C'est un challenge, on voit vraiment que la demande est en train d'exploser. Et donc aujourd'hui, même chez des partenaires externes, ils sont très attentifs à ce que chaque collaborateur ait une mission qui leur plaît, sans quoi le collaborateur va quitter. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cette difficulté? Est-ce qu'on a une idée? La demande, le niveau de demande aujourd'hui qui est juste exceptionnel. D'accord. Par rapport à une capacité qui est là, certes qui se développe. Et donc ça nous force à d'ailleurs imaginer des alternatives. On ne doit plus se focaliser sur des gens qui aient fait des études informatiques tout du long, qui soient... Non. On a de plus en plus de cas aujourd'hui de gens qui ont fait des études d'ingénieur commercial et ce genre de choses, qui rejoignent l'informatique dans un rôle de connexion entre le métier d'ailleurs et l'informatique, qui sont des rôles de plus en plus essentiels. Et on doit commencer à mettre en place des filières de développement qui sont des filières alternatives et les entreprises ont un rôle à jouer dans ce jeu. Et c'est quelque chose que vous observiez déjà avant le Covid ou ça s'est accéléré avec le Covid et puis cette digitalisation accélérée? La recherche de talent, c'est quelque chose que je trouve qui est venu petit à petit, qui s'est sans doute accéléré pendant le Covid. Maintenant, pour revenir un petit peu au défi dont vous parliez, il y a le défi des talents, puis aussi l'encadrement des personnes lorsqu'on va automatiser certains processus. Donc ce qu'on a remarqué, ce qui était très important, c'est si on décide par exemple d'automatiser le matching entre un paiement et une facture. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, les deux données peuvent être combinées et on fait un matching jusqu'à 80 ou 90%, dépendamment des situations. Avant, c'était fait de manière manuelle. La question qui est vraiment primordiale dans cette transformation, ce n'est pas juste la technologie qui est apportée, mais c'est l'encadrement des personnes qui faisaient cela avant et leur dire, vous avez encore certainement de la valeur apportée à l'entreprise et ça va se passer là et là et là dans le processus. Donc ça, c'est aussi l'encadrement, l'accompagnement des personnes et reste primordial dans cette transformation digitale. Et comment on fait ça dans un contexte où, justement, on manque de talent? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Peut-être rebondir d'abord sur l'aspect d'accélération du manque de talent. Le vécu, en tout cas chez nous, la pandémie, c'était relativement calme. Ces 6 derniers mois, ça devient infernal. Donc il y a vraiment, en tout cas c'est notre vécu, et pour engager un certain nombre de nouvelles initiatives, c'est devenu un vrai handicap. Et donc, on est dans une phase vraiment d'accélération. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais au niveau des ressources, compétences informatiques, c'est un vrai challenge majeur. Sur l'accompagnement, là, vous touchez mon dada, mon sujet favori. En fait, c'est la conviction personnelle que j'ai, et le vécu, qui est une technologie qui n'est pas adoptée, ça n'a pas de valeur. Et donc, on a chez nous la formule magique, V égale Q fois A. La valeur de mon projet, de ma solution, c'est égal à quoi? La qualité de la solution, SAP, Microsoft ou d'autres, mais la qualité multipliée par l'adoption effective. Et ça, je dirais que c'était déjà un challenge avant la pandémie, parce qu'il faut accompagner le collaborateur. Si je reprends le matching des factures, c'est un des projets qu'on a mené pendant la pandémie, mais la personne qui fait le matching des factures à la main, elle le fait depuis 20 ans, elle est très heureuse de faire ça. Et donc lui dire que demain, elle ne va plus le faire parce que grâce à l'intelligence artificielle, ça va se faire tout seul. Oui, ça fait des savings, ça amène une valeur. Mais pour l'humain, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ça veut dire que dès le début du projet, il faut accompagner tout un chacun pour lui donner des perspectives, mais aussi l'entraîner à utiliser le futur système. Et donc c'est vraiment un point sur lequel on veut mettre beaucoup d'attention, qui est cette phase d'adoption. D'ailleurs, certaines initiatives que l'on va poursuivre sur 2022-2023 ne seront plus trop technologiques, mais on va vraiment mettre l'accent sur l'aspect adoption.
Et comment est-ce qu'on fait justement pour pousser cette adoption ou pour l'accompagner? Parce que c'est pas évident. Il y a des méthodes aujourd'hui très concrètes, pratiques, un peu style gestion de projet. D'accord. Je commence mon projet, je dis quelles vont être mes populations impactées. Qui va être impacté? Là, c'était les comptables, c'est peut-être les gens dans les usines qui doivent faire les réceptions, ainsi de suite. Qui? Quelle est la nature de l'impact? Et donc, il y a des méthodologies pour identifier ça. Et puis, pour chacune des populations, si je me mets dans leurs chaussures, what's in it for me? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Et donc, j'ai toute une approche où le management doit encadrer ses équipes pour voir là où ça va coincer ou quoi. Je mets en place la communication qui va bien. J'explique le pourquoi on va le faire et ce qui va se passer après. Je mets en place tous les plans de formation. Et donc tout ça aujourd'hui est régi par des approches très structurées, un peu genre gestion de projet, comme du PMI et ainsi de suite, qui viennent compléter l'aspect vraiment gestion de projet. Il faut réussir à faire cohabiter les deux pour que le résultat au bout d'un projet soit une réussite parce qu'on a une vraie adoption de la solution qui est arrivée. Je sens que vous avez envie de rebondir. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est tout à fait le point de vue client, si je peux dire, mais c'est aussi le point de vue des fournisseurs de solutions, dans la mesure où on a un changement de paradigme. On ne se voit plus dans la vente de logiciels, on se voit plutôt dans la vente de services. Par le fait qu'on utilise le cloud, on a, nous, une meilleure visibilité sur l'utilisation et l'adoption de nos outils. Lorsqu'ils ne sont pas adoptés, maintenant, nous, on le voit dans nos data centers, etc. Et donc, on rentre en discussion avec nos clients pour savoir quelles sont les raisons, comment est-ce qu'on peut accélérer. Est-ce que, point de vue de la gestion des projets, vous avez besoin des experts pour faire telle et telle intégration, pour donner telle et telle best practice, pour guider aussi nos clients et pas dans ce qu'on faisait avant en prémisse, on vous livre une solution, vous avez vos consultants, vous avez vos équipes en interne, débrouillez-vous. Maintenant, non, le V est égal à Q fois A, mais on s'est bien rendu compte que la valeur que l'on apporte aux clients sera définie par l'adoption, et c'est pour ça qu'on met énormément de moyens pour favoriser l'adoption par nos clients de nos solutions. Alors vous parliez il y a un instant de cloud, et moi il me vient à l'esprit un défi qu'il faut quand même relever, c'est celui de la cybersécurité, parce que quand on a tout dans le cloud, on prend quand même un risque. Gérard? Effectivement, on est en train de vivre un mouvement important où on avait tout un système d'information on-premise au sein du château, notre data center, tous les collaborateurs qui étaient d'ailleurs assis là avec des câbles connectés et tout, donc techniquement facile à sécuriser, facile. Aujourd'hui, les solutions sont dans le cloud. Avec la pandémie, les collaborateurs anywhere, à la maison, un peu partout. Et donc l'approche de la cybersécurité est complètement différente. Le risque est devenu au cube. Et donc c'est au-delà des approches, des solutions digitales que l'on veut développer, c'est un mindset qu'on est en train vraiment de développer. Et on travaille là, notre approche, en tout cas, elle travaille sur deux axes. Un axe technologique. Oui, il faut des technologies, des solutions qui vont nous sécuriser, les firewalls qui vont bien, les systèmes de détection de nos failles sécurité, tout le patching. Tout ça, il faut le faire. Mais l'autre axe qu'on voit vraiment qui devient un axe essentiel, et à nouveau, je reviens aux people, aux end-users, c'est la sensibilité de chacun du rôle qu'on a à jouer. Et donc, juste pour illustrer ça, on fait maintenant régulièrement des exercices de phishing. C'est-à-dire? Je vous envoie un mail. Je vous dis, c'est le moment de changer votre mot de passe. OK. Et si vous rentrez dans le panneau, vous allez donner votre credential. Moi, je m'appelle Nadia. Mon password, c'est Apps. S'il vous plaît. Sauf que là derrière, il y a potentiellement un hacker qui prend ça et qui, grâce à ça, va rentrer dans le système d'information. Donc, sensibilité à chacun. Se dire, mais quand je reçois un email, est-ce qu'il y a quelque chose qui semble à risque? Donc c'est comme un exercice incendie, mais adapté au digital. Absolument, absolument, absolument. Très bien, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, moi, j'avais jamais pensé à... Est-ce que ce sont des choses que vos clients mettent en place? Oui, tout à fait. Ce genre d'exercice? Ce genre d'exercice, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans tous les systèmes, on va rajouter de l'intelligence artificielle pour détecter toutes les anomalies. D'accord. Donc quand on voit certains mots de passe ou certaines personnes essayent de se connecter d'une manière X, Y, Z ou de pays, grâce au modèle et l'intelligence artificielle, on sait que telle personne a tel comportement. Et donc si on utilise son login et que ça diffère de l'habituel, les systèmes... Donc par exemple, c'est quelqu'un qui est en poste, j'invente, qui a un poste à Anvers, et puis tout d'un coup, on détecte qu'on essaye de rentrer dans le système depuis New Delhi. Tout à fait, Là, ça pourrait être un exemple. Et puis on va,
enclencher les procédures qui sont nécessaires De pour vérifier, et puis à différents échelons, tout à fait. Ok, super Ouais, intéressant. C'est vraiment intéressant. La surface d'attaque est telle qu'il faut Oui. ce genre de solution pour réellement se protéger. C'est clé. Oui. C'est en même temps, c'est à la fois l'exercice incendie et une espèce de sondage, en fait. C'est un Oui. peu un mash-up des deux. Mais qu'on Et la complète prévention. aussi par une série de protections qu'on met dans les mains de l'end-user. Le système d'authentification, je dis qui je suis avec mon user ID, mon mot de passe, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si je ne suis pas dans l'enceinte de l'entreprise. Donc l'aspect MFA, Multiple Authentication, me dit, sur mon smartphone, si j'essaye de me connecter depuis un endroit inhabituel, je reçois sur mon smartphone quelque chose qui me dit « Gérard, c'est bien toi qui es en train de te connecter là-bas ». Si je dis oui, ok, good. Mais si quelqu'un a pris mes credentials et essaye de faire ça depuis n'importe où, bloqué. Donc il faut aussi ce genre d'artifice, alors qui amène un peu de contrainte à nos Contrainte et de end-users, stress. de contrainte, de stress à nos end-users, parce que c'est effectivement, mais qui est devenu indispensable, parce que le niveau de risque d'un blocage, imaginez une entreprise qui soit aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui du digital, pendant une semaine sans aucun système d'information. C'est déjà arrivé, malheureusement. Ça arrive, ça fait mais combien de millions, enfin, ça C'est fait quoi sur la réputation? C'est dramatique. Ça fait quoi? Nous sommes une entreprise technologique. Si on vient nous pirater notre technologie, qu'on vient nous la prendre, la perte est juste gigantesque. Gigantesque. Il nous reste 2 minutes pour regarder vers le futur. À quoi ressemblera la croissance numérique des entreprises à l'avenir, Philippe? On va poursuivre le chemin qu'on a commencé, le chemin que les entreprises ont commencé dans leur digitalisation. Les notions de résilience et d'agilité seront au cœur du débat, ça c'est sûr, et au cœur de la réflexion. Je pourrais rajouter un point aussi, c'est l'environnemental, donc le sustainability. Ça, c'est un aspect où maintenant, étant donné qu'on a de plus en plus de données, on va pouvoir tenir compte de l'impact carbone, par exemple, de l'économie circulaire dans les processus de fabrication. Et donc, on va vraiment continuer, poursuivre sur cet élan, il me semble, pour être plus efficace et pour rendre le monde meilleur. Gérard, vous êtes d'accord? Et ça, très concrètement chez nous, effectivement, et donc très concrètement chez nous, ça veut dire qu'on a un plan où on a un certain nombre de grandes initiatives sur la gestion des achats, la gestion des finances, la gestion des ressources humaines qu'on va délivrer. Ça, c'est notre futur. Des initiatives qu'on a engagées et qui prennent un peu de temps. On continue une approche beaucoup plus agile avec du low-code. On n'a pas évoqué ça en termes de technologie, mais c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'accélérer. Donc, on adresse un certain nombre de domaines spécifiques. Tout ça fédéré dans une digital workplace pour que toutes ces solutions soient à portée de doigt de chacun des collaborateurs, lui donner un environnement comme à la maison. Je me connecte sur Amazon, je ne me pose pas 36 000 questions, j'ai tout à portée de doigt. Et puis vraiment l'innovation pour nous de cette année ici, parce qu'avec toutes ces nouvelles solutions, elles ont tout un point commun, elles génèrent de la data. Donc on a de plus en plus de data, on a aujourd'hui un data warehouse, on va élargir notre plateforme data avec la problématique, l'extension de type data lake, et donner tous ces accès à nos users pour que toutes ces données pour lesquelles on met de l'énergie pour faire de la collecte, on en tire tous les enseignements, on puisse optimiser nos processus, on puisse prendre des décisions sur base d'éléments très factuels. Et donc l'aspect data sera un des axes forts, le tout en étant attentif à notre cybersécurité et en soignant notre formule d'accompagnement qui est essentielle. Eh bien Gérard, ce sera le mot de la fin parce qu'on est arrivé au terme de ce débat passionnant. On aurait pu continuer encore une demi-heure, je pense. Alors je vous remercie Philippe Nemry, vous êtes manager des conseillers clients chez SAP. Et je vous remercie Gérard Purnotte, vous êtes CIO chez John Cockerill. Et puis ceux qui nous ont suivis jusque maintenant, je vous remercie de nous être fidèles et je vous dis à très bientôt.